Voilà. Bonjour à toutes et à tous. L'ANACT est particulièrement heureuse de vous accueillir pour le premier webinaire de ce cycle consacré à la prévention du sexisme au travail. C'est un sujet qui visiblement suscite votre intérêt, puisque vous êtes plus de 2300, je crois, à vous être inscrits pour ce cycle, et nous en sommes très fiers. Voilà, ce cycle a pu être réalisé grâce à l'appui et au soutien du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, ainsi que grâce à l'appui du service du droit des femmes et de l'égalité. Nous les en remercions vivement. C'est également vous que nous remercions, vous, celles et ceux d'entre vous qui ont pu relayer dans vos réseaux la communication sur ce cycle de webinaires. Alors, voilà. Je vais présenter en quelques mots, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, le réseau ANACT-ARACT. Effectivement, notre mission est celle de la promotion, de l'amélioration des conditions de travail, en agissant sur l'organisation du travail d'une part et sur les relations professionnelles d'autre part. Nous avons pour activité de concevoir, de diffuser des méthodes et des outils innovants pour concilier durablement qualité de vie au travail et performance des organisations. L'ANACT est un établissement public qui dépend du ministère du Travail et nous travaillons en réseau avec le réseau des associations régionales, les ARACT, à qui vous pouvez vous adresser pour vos projets de prévention. Alors, voilà. Cela fait en fait plus de 10 ans que le réseau ANACT-ARACT, dans ses actions sur la promotion de la santé au travail et le développement de la qualité de vie au travail, intègre les questions d'égalité professionnelle. Cela passe pour nous par la prise en compte des conditions de travail des femmes et des hommes. Et effectivement, nos actions, nos interventions dans les milieux de travail ont permis de mettre en lumière que les femmes et les hommes ne sont pas exposés de la même manière aux risques professionnels. Et c'est le cas des agissements sexistes et du harcèlement sexuel. Femmes et hommes ne sont pas exposés de la même manière. Voilà, je poursuis. Voilà, nous démarrons donc un cycle de webinaires. Ce n'est pas un webinaire classique. Effectivement, c'est un format innovant que nous démarrons aujourd'hui avec vous, puisque nous avons 4 rendez-vous. Le premier étant aujourd'hui consacré donc effectivement au volet plutôt juridique du sujet avec Marie Becker qui se présentera tout à l'heure. Notre deuxième rendez-vous est jeudi prochain à la même heure et il sera consacré à ce que nous appelons la prévention primaire. Donc comment évaluer le risque d'agissement sexiste et de harcèlement sexuel dans son environnement de travail, comment agir en amont pour prévenir, pour limiter donc ce risque professionnel. Notre troisième rendez-vous sera consacré le 21 novembre à la sensibilisation et à la formation. Comment apprendre à reconnaître une situation de sexisme au travail. Quand nous utilisons le mot de sexisme, c'est d'une manière large. Nous englobons les agissements sexistes, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles. Et le dernier webinaire sera consacré à la mise en place d'un dispositif de recueil des alertes, des plaintes, des signalements, mais également de traitement et d'accompagnement. Et j'en profite pour vous dire que ce cycle de webinaires ne va pas traiter les questions individuelles. Donc vous-même, si vous êtes victime, témoin d'un cas, d'une situation individuelle d'exposition au sexisme au travail, nous vous recommandons de contacter d'abord dans votre entreprise les référents, référentes, RH, représentants du personnel. Si votre demande ne recueille pas satisfaction, vous pouvez contacter dans votre région l'inspection du travail, les représentants des syndicats,
le conseil de prud'homme, les associations spécialisées, comme par exemple le CIDFF. Et au niveau national, vous pouvez contacter les numéros dédiés, le 3919 par exemple, ou autres numéros consacrés aux victimes, ou encore le défenseur des droits. Ce que je voulais dire également, c'est que ce webinaire est consacré et dédié, si je puis dire, avant tout aux membres des filières RH, aux représentants et représentantes du personnel, donc qui siègent au CHSCT ou au CSE, aux membres des filières prévention, mais également aux dirigeants, dirigeantes des entreprises, aux consultants, consultantes, et à toutes les personnes qui interviennent dans les milieux de travail sur ce sujet. Voilà. Donc, voilà. Alors, nous allons nous présenter. Je suis donc moi-même Florence Chaper. Je suis responsable d'un département consacré aux expérimentations à l'ANACT et je travaille donc depuis plus d'une dizaine d'années sur ces sujets de santé et conditions de travail des femmes et des hommes. Nous avons le plaisir d'accueillir pour ce premier webinaire donc Marie Becker. Marie Becker qui est une juriste reconnue sur ce sujet. Donc Marie, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour Florence. Donc Marie Becker, je suis juriste de formation. J'ai exercé une dizaine d'années en tant que juriste experte au sein du Défenseur des droits sur les questions de non-discrimination et notamment aussi de harcèlement sexuel. Et puis ensuite, j'ai travaillé 4 ans au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec lequel et à l'intérieur duquel nous avons beaucoup travaillé avec les partenaires sociaux sur la question du sexisme au travail. Et actuellement, je suis donc directrice au sein du cabinet Accordia qui accompagne les entreprises sur ces thématiques. Donc merci Marie d'avoir bien voulu nous accompagner sur ce sujet, notamment sur le volet juridique. Voilà, donc avant de démarrer plus particulièrement la première partie, voilà, je balaye rapidement avec vous les 4 points de notre présentation. Tout d'abord, nous allons revenir sur les raisons qui font qu'aujourd'hui, ce sujet est un sujet dont s'emparent les entreprises, les administrations, les milieux de travail, et des choses ont changé effectivement par rapport à cette question-là. Dans un deuxième temps, nous allons plonger, si je puis dire, sur les aspects juridiques, sur les aspects de définition. Et à partir de ce moment-là, nous prendrons un petit temps avec vous pour répondre à vos questions. Donc nous vous invitons d'ores et déjà à poser des questions sur le chat. Mes collègues qui sont avec nous, donc Marianne et Anne, vont faire une sélection et nous commencerons à répondre à certaines questions. Nous ne pourrons pas répondre à toutes sur le volet juridique à partir de la deuxième partie. Dans une troisième partie, nous aborderons le sujet de la prévention. Quelles sont les obligations de l'employeur aux 3 niveaux de prévention, primaire, secondaire, tertiaire? Et dans un dernier temps, nous vous présenterons ce que propose le réseau ANACT-ARACT pour agir et démarrer sa prévention, et plus particulièrement pour préparer le rendez-vous du 14 novembre dans une semaine. Voilà, donc nous démarrons. Donc Marie, je vais vous redonner la parole. Ce sujet du sexisme au travail, c'est un sujet extrêmement large. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi nous parlons, pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles ce sujet est aujourd'hui un sujet d'actualité dans les entreprises? Oui, alors merci Florence pour cette question. Effectivement, le sexisme, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est une notion assez large. Juridiquement, on verra à quelles dispositions légales ça renvoie, à la fois pour la fonction publique et à la fois pour le secteur privé. Mais ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que le sexisme, dans son acceptation non juridique, eh bien, c'est à la fois ce qui recouvre les comportements, les pratiques qui peuvent être conscientes, inconscientes, fondées sur des stéréotypes de sexe et qui peuvent aller eh bien, des actes les plus anodins en apparence, et ce en apparence est très important. C'est ce qu'on appelle par exemple le sexisme ordinaire, le sexisme du quotidien, des petites micro-agressions, des petits incidents du quotidien qui sont souvent banalisés
Et ça va jusqu'à des actes plus graves, comme la discrimination fondée sur le sexe, ou encore le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, le viol. Donc voilà, ça recouvre tout un tas de comportements, de propos, de pratiques qui vont évidemment avoir une incidence également sur évidemment les personnes qui en sont l'objet. Alors, on va en particulier, comment dirais-je, se focaliser sur ce continuum de ce type de comportement et de propos et d'actes, en passant par l'agissement sexiste qui est apparu très récemment dans notre droit français, en 2015 dans le Code du travail et puis en 2016 dans la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet agissement sexiste donc, qui vise des comportements liés au sexe des personnes, qui peut viser indifféremment des femmes et des hommes, quelle que soit d'ailleurs leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Évidemment, ce type de comportement touche plus fréquemment et en plus grand nombre les femmes, mais voilà, cette définition permet de toucher à la fois les comportements et agissements sexistes que subirait un homme ou une femme. Et puis ensuite, nous aborderons la question du harcèlement sexuel. Cette définition, elle a été revue en 2012 et encore améliorée ou consolidée très dernièrement, et donc nous verrons de quoi il s'agit. Jusqu'à présent, on avait en tête l'idée du fait de harceler une personne pour obtenir des faveurs de nature sexuelle. Cette définition n'existe plus aujourd'hui dans le droit français, et donc c'est important d'actualiser nos connaissances sur ce sujet pour bien être en capacité ensuite d'identifier les situations auxquelles on peut faire l'objet, être témoin, etc. Et puis l'agression sexuelle, des comportements qui malheureusement existent dans le cadre du travail en moins grand nombre, mais qui existent néanmoins. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est un sujet qui s'impose ? Tout le monde en parle, les entreprises en parlent, c'est un sujet médiatique, on l'a vu encore il y a quelques jours avec l'interview d'une grande comédienne qui s'est exprimée sur ce sujet. Prise de conscience parce qu'aujourd'hui, médiatiquement, c'est un sujet qui est remonté il y a une visibilité de ce sujet aujourd'hui. C'est une réalité qui a toujours existé, mais depuis quelques années, on en parle. Et on en parle dans les médias. Donc ça, c'est vraiment un point qui fait qu'on ne peut plus ignorer ce sujet et qui a favorisé de ce fait la libération de la parole sur ce point. On en parle aussi, et pourquoi c'est un sujet qui s'impose aux organisations du travail ? Eh bien, c'est parce qu'il y a des enquêtes de mesures, et notamment celles qui ont été conduites au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur ce sexisme dit ordinaire qui, jusqu'à présent, n'avait pas fait l'objet d'une attention particulière. Et on y reviendra tout à l'heure. Et puis aussi, c'est un sujet qui s'impose parce qu'à l'heure où les entreprises et les organisations du travail, y compris la fonction publique, s'intéressent à cette question de la mixité, de la qualité de vie au travail, eh bien, il faut penser à ce sujet des conditions de travail, de l'environnement de travail respectueux. C'est-à-dire, c'est quoi un environnement sans sexisme, sans harcèlement sexuel, qui va permettre aux salariés, aux agents publics, eh bien, de se sentir bien au travail, de se projeter dans l'entreprise, de se projeter dans l'environnement de travail dans lequel on est. Et donc, c'est un sujet aujourd'hui incontournable parce que quelqu'un qui fait l'objet de sexisme dans son environnement de travail, eh bien, il va y penser, il va potentiellement en souffrir et donc aussi être moins efficace. Donc ça veut dire un impact sur la personne, mais un impact plus globalement sur les hommes et les femmes qui font partie de cette organisation du travail. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des hommes qui ne supportent plus, qui sont moins tolérants vis-à-vis de ce type de pratiques comme les femmes. Voilà, et donc c'est un sujet éminemment important pour toute organisation du travail qui souhaite prendre réellement à bras-le-corps la question de la qualité de vie au travail, de la performance et de la mixité. Tout à fait. Alors, donc quelques résultats d'enquête, vous en parliez. Est-ce que vous pouvez nous en citer
quelques-unes et qui sont toutes oui, publiées qui sont toutes publiées et auxquelles je pense qu'ils sont toutes accessibles aujourd'hui sur le net. Donc je vous invite évidemment à aller approfondir ces éléments. Ce qu'on peut noter, c'est que dans l'enquête du CSEP, donc Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, qui était la première enquête vraiment spécifiquement sur le sexisme du quotidien. Qu'est-ce qui se passe à la machine à café? Qu'est-ce qui se dit à la cantine? Qu'est-ce qui se dit entre les couloirs? Et qui visait à la fois les comportements hostiles. On n'a pas envie d'être managé par une femme et on le dit ouvertement. Un homme ne correspond pas aux normes de la virilité, on va le ridiculiser. Des considérations sur la maternité, des interpellations familières comme ma petite, ma chérie, etc. Tous ces petits faits ont été mesurés et on a interrogé les femmes et les hommes qui ont dit oui, les femmes font l'objet d'attitudes sexistes au travail et ça a un impact sur leur sentiment de compétence et leur confiance en soi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs enquêtes qui ont interrogé comment les hommes eux-mêmes, est-ce que les hommes eux-mêmes étaient l'objet d'humiliation, de comportements sexistes, et on voit là qu'il n'existe pas de symétrie, c'est-à-dire que hommes et femmes, certes, font l'objet de ces comportements, mais dans une moindre mesure pour les hommes. Et c'est ce que nous donne l'enquête de la DARES, puisqu'on voit que 8% des femmes sont l'objet de comportements hostiles contre 1% des hommes. Donc les hommes sont l'objet de ce type de comportement, mais dans une moindre importance. Voilà. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que, effectivement, quand on est dans un environnement majoritairement masculin ou majoritairement féminin, ces comportements vont être un petit peu exacerbés. À noter aussi sur l'aspect harcèlement sexuel, aujourd'hui, qui est un chiffre, moi, qui m'étonne, c'est ce 70% des personnes, des cas qui ne sont pas remontés au niveau des employeurs. Ça veut dire que quand bien même on souhaite lutter contre ce type de comportement inapproprié, souvent on se dit mais j'ai pas de cas, il y en a très peu. En réalité, il faut véritablement se questionner et prendre en considération le fait que ça existe aujourd'hui, on ne peut pas le nier, et que sans doute il faut mettre en place les conditions pour que les cas remontent, pour créer de la confiance au sein des organisations de travail, pour que cette parole soit entendue et que les situations soient traitées. Donc voilà, c'était le point que je voulais faire sur ces chiffres. Tout à fait, Marie. Et là, du coup, je réponds finalement à une question qui vient d'être posée. Effectivement, le premier interlocuteur à avertir, si je puis dire, c'est bien au sein de l'entreprise, soit auprès des référents sexisme qui sont désormais obligatoires au niveau des CSE et des entreprises de plus de 250. C'est aussi les membres des services ressources humaines, c'est les représentants et représentantes du personnel, c'est les dirigeants eux-mêmes. C'est vraiment la première étape, c'est effectivement alerter au sein de l'entreprise avant d'alerter à l'extérieur, les structures dédiées, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour faciliter cette remontée, ça veut dire qu'effectivement, il faut réfléchir en interne au sein des organisations pour justement accueillir... Mettre en place un dispositif. Mettre en place ce qu'il faut pour accueillir cette parole. Alors, nous allons rapidement la présenter, oui, très rapidement, cette dernière enquête, qui ne vient que confirmer en réalité la réalité justement de ce phénomène et de surtout ces comportements. Au sein des entreprises. Une enquête ici donc à niveau européen qui montre que 60% des Européennes, donc c'est un sondage qui s'adressait aux femmes, rapportent avoir été victimes d'une forme de violence sexiste et sexuelle. À noter également un chiffre plus important concernant les moins de 30 ans. Et ça, c'est effectivement un élément qu'il faut avoir en tête, notamment lorsqu'on est face à une situation dans une organisation où que l'on veut prévenir ce type de comportement, avoir une attention particulière sur des publics, notamment jeunes, auxquels vont s'associer d'autres caractéristiques. Alors, tout à fait. Et là, je rebondirai non seulement, ce n'est pas uniquement la question de l'âge, c'est la question du statut précaire quand on est stagiaire, alternant, en CDD, en intérim, en sous-traitance, on est beaucoup plus exposé. Alors,
Voilà, les impacts multiples, peut-être quelques mots donc Marie. Oui, c'est important lorsqu'on aborde la question du sexisme et du harcèlement sexuel notamment, mais du sexisme aussi ordinaire, de prendre conscience que même ces comportements qui peuvent en apparence paraître anodins et qui sont souvent banalisés, voire intériorisés par chacun d'entre nous, eh bien, a des conséquences. Ça a des conséquences à la fois sur la santé physique et mentale. Ça a aussi des conséquences sur le travail, c'est de la concentration. Je suis disposée, je suis concentrée, ou au contraire, j'ai des pensées parasites, j'ai des pensées intrusives parce que j'ai fait face, pas plus tard qu'il y a 10 minutes par exemple, à un propos qui m'a heurtée et donc je ne suis plus concentrée, je rumine et donc plus grave ensuite évidemment des absences répétées et puis de l'isolement, on se met de côté, on ne fait plus partie du collectif, on a du mal à venir au travail, etc. Évidemment, ça a aussi un impact sur la vie personnelle, ça veut dire qu'on rentre aussi à la maison avec ces sentiments, avec peut-être ces frustrations de ne pas avoir su répondre, de ne pas avoir su comment réagir, de ne pas avoir su en parler. Et puis, ça a aussi un impact évidemment sur l'entreprise de manière plus générale. Ce qui dit absence dit désorganisation d'un service, perte de productivité, etc. Image de l'entreprise aussi, s'il y a un contentieux. Donc ça a aussi un impact pour l'entreprise et ça a un impact sur le collectif de travail car les collaborateurs, collaboratrices, agents, etc. sont témoins, sont présents éventuellement lorsque des comportements inappropriés se produisent et sont eux aussi finalement indirectement soumis à ce type d'environnement de travail un petit peu délétère. Et donc en réalité ça touche tout le monde et on sait qu'aujourd'hui les jeunes générations comme les anciennes qui ont des filles, des garçons qui travaillent dans l'entreprise souhaitent qu'elles puissent évoluer dans un cadre respectueux et très agréable. Tout à fait. Donc les impacts sont multiples, d'où l'importance effectivement qu'on y accorde aujourd'hui. Finalement, pour nous, ce qui est important, c'est de considérer aujourd'hui, c'est que finalement tout le monde est concerné par ce risque, que ce soit à titre de victime, ce qui n'est pas la majorité des cas, mais malgré tout, au titre d'auteur ou au titre de témoin. Jusqu'ici, ce qu'on peut dire aussi pour nous au niveau du réseau Anactaract, c'est que pour nous, c'était une question jusqu'à récemment de relations interpersonnelles qui se traitaient entre deux individus. Et avant tout sur un plan juridique. Mais aujourd'hui, de par la loi, c'est devenu un sujet collectif d'entreprise, un sujet qui rentre dans le cadre des politiques de prévention des entreprises, dans le cadre du CSE, puisque par exemple, désormais, il y a la nomination obligatoire de référents, pas au niveau de la fonction publique. D'ailleurs, c'est une question qui nous est posée. Jusqu'ici, on considérait que c'était une question de comportement. Il ou elle a des comportements un peu particuliers, c'est son éducation, c'est son histoire. Aujourd'hui, ce qu'on sait de par les interventions qu'on peut faire en entreprise et les enquêtes nationales nous le montrent, c'est que certains environnements de travail, certaines organisations de travail exposent plus particulièrement au sexisme. C'est ce qu'on verra notamment dans le prochain webinaire du 14 novembre. Les milieux de travail peu mixtes, des conditions d'emploi précaires, on en a déjà parlé, certaines conditions de travail, du travail isolé, du travail en horaire atypique, la nuit, du travail en relation avec le public, les usagers, les clients, exposent plus au sexisme au travail. Voilà, donc nous abordons désormais le deuxième sujet juridique. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà un certain nombre de définition, puisque c'est quelque chose qui a commencé à être diffusé de manière un petit peu plus large à travers tous les guides qui sont sortis récemment ces dernières années. Marie, je vous propose tout de même de rappeler un petit peu un certain nombre de choses, peut-être sans trop s'attarder, puisque c'est des éléments que les internautes peuvent retrouver assez facilement. Voilà. Oui, Florence, effectivement, c'est des dispositions juridiques aujourd'hui qui doivent être connues et
par l'ensemble des personnes, j'imagine, qui nous suivent. Juste quand même pour aborder cette question de l'agissement sexiste, il faut bien avoir en tête que l'agissement sexiste vise vraiment des comportements qui sont liés, subis par une personne parce que femme, parce que homme. Et qui n'a aucun caractère sexuel, hein, pour le comparer au harcèlement sexuel. Ce qu'il faut noter, et qui est très important dans cette définition, c'est qu'on le voit, c'est des agissements donc sexistes. Nul ne doit subir d'agissements sexistes ayant pour objet ou pour effet. C'est important, j'insiste là-dessus, parce que la question de l'objet, c'est j'ai la volonté d'agir d'une certaine manière parce que cette personne est femme et donc je souhaite mal lui parler ou je lui parle mal, mais c'est aussi pour effet, c'est-à-dire qu'un comportement peut, pour l'auteur, ne pas être considéré comme hostile, volontairement, consciemment désagréable ou humiliant, mais néanmoins, ce qu'on va retenir, c'est l'effet produit. Hein, et ça, c'est absolument important parce que souvent, lorsqu'on regarde des dossiers où on va instruire ou enquêter sur des situations, on va avoir des justifications du type « il ou elle n'a pas fait exprès », « il ou elle n'avait pas l'intention de blesser la personne ». Or ici, il est important de noter que quand bien même la personne n'avait pas pour objectif et une intention de nuire, ce qui compte, c'est l'effet produit sur la personne qui a subi ce type de comportement. Donc ça, c'était le point important, et donc indiquer que, évidemment, cette définition est dans la loi de 1983, encore une fois, portant droits et obligations des fonctionnaires. Alors, qu'est-ce que ça recouvre concrètement? Comme je le disais tout à l'heure, des attitudes fondées sur des stéréotypes qui vont viser directement ou indirectement les personnes. Les effets, c'est une perte de confiance en soi, c'est de l'isolement, c'est une dévalorisation, une délégitimation de la parole. Qui est concerné, je n'y reviens pas, on l'a dit, hein, femmes et hommes, mais effectivement, les mesures de ces situations nous montrent que ce sont davantage les femmes en nombre qui en sont l'objet de manière plus fréquente. Et puis, comment ça se traduit? Des blagues à connotation sexiste, j'insiste, hein, et non sexuelle. Ça veut dire des blagues sur la moindre intelligence des blondes, par exemple, qui n'aura pas de connotation sexuelle, mais qui va viser une catégorie de personnes. Évidemment, si je vous dis ça comme ça, la réaction première, ça va être de dire « ah, on ne peut plus rigoler ». Ben non, l'idée, c'est que ça a un impact. Si on oublie l'idée que ça va avoir un impact, c'est-à-dire que potentiellement c'est répété, potentiellement c'est tous les jours et qu'au fond, ça ne fait plus rire, eh bien là, on tombe dans autre chose qui n'est plus l'humour, qui est par ailleurs le très bienvenu au sein de l'entreprise. Donc, on va être sur des formes d'irrespect, des formes de mépris. Je vous invite pour cela à vous référer à tous les documents par ailleurs auxquels vous aurez accès, qui sont donnés à la fin du webinaire. Oui, tout à fait. Alors j'en arrive, Florence, à la question du harcèlement sexuel. Comme je vous le disais en introduction, cette définition a été modifiée en 2012 et c'est extrêmement important de bien connaître les dispositions légales pour ne pas se tromper et pour ne pas mettre toute situation, tout dans le même sac, sans bien distinguer. Donc il y a une première situation qui vise des propos comportements à connotation sexuelle et qui vont être répétés et avoir un impact nocif. D'accord? 3 conditions pour identifier cette situation: des propos comportements à connotation sexuelle répétés avec un impact nocif. Si ces 3 conditions ne sont pas réunies, on n'est pas dans du harcèlement sexuel, on est dans autre chose. Donc ça, c'est important d'avoir ce réflexe. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a une modification du code pénal récemment. Qu'est-ce que prévoit aujourd'hui le code pénal, hein, puisqu'on a une définition du harcèlement sexuel dans le code du travail qui vise les propos ou comportements à connotation sexuelle répétés avec un impact nocif. On avait jusqu'à présent la même définition dans le code pénal et très récemment, y a été ajouté les propos ou comportements à connotation sexiste, Florence. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les propos, comportements à connotation sexiste sont pénalement répréhensibles. Et donc, c'est important de bien connaître cette distinction qui existe aujourd'hui dans les définitions entre le code pénal et le code du travail, s'agissant de la définition du harcèlement sexuel. Tout à fait.
Et le deuxième type donc. Et le deuxième type de harcèlement sexuel, qui renvoie un petit peu à l'ancienne définition, qui vise là le fait d'exercer des pressions, hein, sans que ce soit répété. Donc ça, c'est très important. Un acte isolé peut suffire pour caractériser cette forme de harcèlement sexuel qui s'apparente en quelque sorte à une forme de chantage, ce qu'on appelle aux États-Unis le quiproquo. Et donc, où par exemple, une personne dans l'organisation du travail va dire à une personne je vais bien t'évaluer, ou je vais pousser à ta promotion, ou je vais renouveler ton contrat si tu exerces, si tu fais ce que je te dis sur le plan sexuel. D'accord ? Donc c'est vraiment imposer un comportement, c'est rechercher un acte de nature sexuelle sans que celui soit consommé, parce que là on est dans autre chose, mais c'est exercer cette forme de pression, on est dans un rapport de force. Ici s'exerce véritablement, et dans les deux cas du harcèlement, le type 1 et type 2, il faut bien avoir en tête que c'est un rapport de pouvoir qui s'exerce, c'est une personne qui essaye d'imposer, de s'imposer à l'autre sans son consentement. Donc ça, c'est vraiment important dans ces deux définitions d'avoir en tête que, évidemment, ce sont des comportements qui ne sont pas désirés, qui ne sont pas consentis par la personne. Donc on impose à la personne, on lui fait subir. Et donc c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Donc deux définitions, des actes répétés avec un impact nocif, et puis un acte qui peut être isolé et qui va viser à obtenir un acte de nature sexuelle. Tout à fait. Donc là, c'est un petit peu ce que, concrètement, peut-être si vous aviez à nous donner finalement deux exemples, un exemple d'agissement sexiste et puis un exemple de harcèlement sexuel, parce que c'est une demande des internautes, est-ce que, voilà, concrètement, par exemple Tout à fait. Par exemple, j'ai pu aller dans des environnements, par exemple, industriels, mais ça peut être commercial, ça peut être dans d'autres secteurs, très majoritairement masculins, où une femme manager, à chaque fois qu'elle rentrait dans un lieu collectif, faisait l'objet d'invectives, non pas sur son apparence physique ou sur sa sexualité, aucune connotation sexuelle, mais c'était des propos la dénigrant son autorité parce qu'elle était femme, des personnes refusant qu'elle exerce son autorité en tant que manager parce que femme, et donc qui subissait régulièrement ces propos au point qu'elle évitait de passer par certains lieux et que ça devenait difficile en réalité d'exercer son travail et que ça portait atteinte à sa dignité et finalement dégradait la qualité de son environnement au travail de manière répétée. Donc là, elle était atteinte parce que femme, elle était remise en cause, ses compétences et son autorité étaient systématiquement remises en cause. Ça peut être aussi un homme qui, parce que je le disais tout à l'heure, n'a pas les attributs du rôle traditionnel, viril, une grosse voix, une autorité naturelle, va être un petit peu moqué. Et au fur et à mesure, ici il n'y a pas de connotation sexuelle encore une fois, il va être moqué régulièrement et sa situation va se dégrader, évidemment il va en souffrir. Donc dans les deux cas, on est bien dans l'agissement sexiste. Et là on est dans l'agissement sexiste. Qui est à distinguer du harcèlement sexuel, où on va être dans une situation, par exemple, où une alternante subit les avances de son maître, de son tuteur, et celui-ci lui faisant comprendre que son alternance se passera bien si elle vient chez lui, si elle vient boire un verre, si elle ne refuse pas ses avances. Et donc là, on sera dans du harcèlement sexuel très clairement, avec l'exercice d'un chantage, où ça peut être simplement des remarques répétées sur l'apparence physique, dis donc, t'es bien moulé aujourd'hui, et qui peuvent être dirigées d'un homme vis-à-vis d'un homme, ou d'une femme vis-à-vis d'une femme, et dans n'importe quelle situation. Il peut s'agir du tuteur ou de la tutrice. Exactement. Alors, nous avançons donc sur cette partie juridique.
Voilà, une petite question pour vous qui est issue d'un quiz que vous pouvez utiliser. Quiz qui a été élaboré par l'ARACT, donc l'Association régionale d'amélioration des conditions de travail, et la Fédération régionale du CIDFF, Centre d'information du droit des femmes, de la région Centre-Val de Loire. Et nous vous avons choisi une question que vous voyez donc sur votre écran. C'est le cas de le dire, des fonds d'écran avec des femmes ou des hommes dénudés sont à la vue de tout le monde dans un bureau. Est-ce du harcèlement sexuel? Vous pouvez vous poser donc la question oui, non, je ne sais pas. Vous avez, je pense, répondu dans votre fort intérieur et la réponse, oui, effectivement, il s'agit bien de harcèlement sexuel et le droit français permet de se plaindre de cette forme de harcèlement sexuel qui est ce qu'on appelle une forme environnementale. Les salariés, les agents, là on a oublié les fonctionnaires, les stagiaires, les vacataires, les alternants, alternantes, les sous-traitants sont légitimes à considérer qu'ils et elles n'ont pas à travailler dans cet environnement. Je peux ajouter quelque chose, Florence, sur cette situation du harcèlement sexuel environnemental. Il s'agissait d'un dossier d'ailleurs qui avait été traité aussi par le défenseur des droits, qui avait fait ses recommandations. En fait, c'est tiré d'un cas réel d'une journaliste qui travaillait en open space avec ses collègues masculins. Et il y avait à la fois ces fonds d'écran dénudés, mais également des propos qui étaient tenus entre collègues sans s'adresser à la personne, à la seule femme du plateau. Oui, et c'était des propos où ils parlaient à connotation sexuelle, où ils parlaient de leurs relations sexuelles, etc., sans qu'elles ne soient jamais rendues destinataires de ces propos. Et les juridictions ont considéré que même si ces propos et ces affichages laissés à la vue de tous n'étaient pas directement ne visaient pas directement la salariée, eh bien, et leur ayant demandé à plusieurs reprises de cesser d'avoir ce type de propos obscènes et de changer les fonds d'écran, et voyant qu'il ne se passait rien, a alerté sa hiérarchie et on a considéré que ce type de comportement était du harcèlement environnemental. Donc effectivement, dans ce quiz, vous trouverez un certain nombre d'autres questions et nous vous encourageons effectivement à le faire peut-être d'ici notre prochain rendez-vous du 14 novembre. Alors voilà, il y a des frontières, des limites qui ne sont pas toujours évidents de discerner. C'est important aussi de savoir discerner ce qui est non sexiste. Effectivement, des situations de courtoisie, de politesse, d'humour, de compliments peuvent être non sexistes, effectivement, de choses plus graves qui relèveraient de l'agissement sexiste ou du harcèlement sexuel. Un point important, peut-être la question du consentement. Oui, j'y reviens. La question du consentement est vraiment centrale pour délimiter les frontières, pour savoir à partir de quel moment je franchis la ligne blanche, pour déterminer ce qui est acceptable, pas acceptable dans l'entreprise. Donc le consentement, c'est le fait effectivement de consentir à une proposition, à une blague et d'être en accord, c'est-à-dire qu'il y ait de la réciprocité et que la personne puisse librement consentir. Et ça pose toute la question, quand on est dans le contexte du travail, de l'importance du lien de subordination qui existe entre les salariés ou entre les agents, l'employeur, les managers, etc. Et donc, nous ne sommes pas totalement libres de consentir comme on le souhaiterait parce qu'il y a toujours quand même ce lien de subordination qui peut peser. Et donc, il faut être très vigilant. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans une circulaire de 2012, la garde des Sceaux avait demandé à faire très attention, par exemple, aux situations où un ou une salariée va être sollicité pour des avances sexuelles ou va subir des propos à connotation sexuelle sans pouvoir réagir, sans exprimer explicitement son refus face à cette situation. Et dans ce cas, la circulaire indique que le silence permanent d'une salariée ou d'un salarié qui subirait ce type de comportement, eh bien, vaut non-consentement.
D'accord? Donc c'est vraiment important de se dire et d'aller à l'encontre. On dit souvent qui ne dit mot consent. Non. En réalité, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Qui ne dit mot ne consent pas. Et donc c'est vraiment important d'être vigilant sur ce point. Alors Marie, nous devons avancer parce que effectivement c'est très très intéressant et passionnant, illustré d'exemples. Oui. Sur la question des sanctions, je crois qu'il faut aller très vite. Juste un petit mot, parce que donc effectivement le temps avance. Des sanctions disciplinaires pour l'auteur, qui peuvent aller de l'avertissement au licenciement pour faute grave si le harcèlement sexuel, par exemple, est avéré. Sanctions pénales, vous l'avez dans la slide. Et pour l'employeur, ça va être une condamnation en cas de recours devant le Conseil des prud'hommes, à la fois par la victime qui a subi du harcèlement, mais aussi pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, qui aujourd'hui est une obligation de moyens renforcés, qui n'est plus une obligation de résultat. Tout à fait. Donc nous avançons pour pouvoir répondre à un mot là sur l'interdiction de mesures de représailles. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que lorsqu'une personne relate, témoigne de faits de harcèlement sexuel, elle ne peut faire l'objet de mesures de représailles et ça constitue même une discrimination au sens pénal du terme. Alors, là, on ne va pas approfondir. On ne va pas approfondir. Ce qu'il est important de savoir, c'est quand même de connaître la distinction entre des attouchements qui seraient sur l'épaule, des caresses qui pourraient être réalisées sur la main, faire du pied, où là, ça peut être considéré comme des comportements qui rentrent dans le champ du harcèlement sexuel. Dès lors qu'on est sur des parties intimes du corps, bouche, seins, fesses, sexe, entre cuisses, on est dans l'agression sexuelle dès lors qu'il y a menace, etc., surprise, violence et contrainte. Et puis le viol, malheureusement, qui existe aussi en entreprise et qui, là, est un crime condamné à 15 ans avec une peine de 15 ans. Voilà. Alors là, on s'était donné, mais comme on a pris un petit peu de retard, du temps pour des questions. Certaines questions nous ont donc été retransmises. Il y a une peut-être, Marie, où je vais vous demander de répondre. Celle-là. Y a-t-il, voilà, exactement, une obligation d'affichage des référents agissements sexistes et harcèlement sexuel? Et comment je peux savoir qui sont-ils? Donc rapidement. Alors, la loi oblige les employeurs privés à afficher, puisque les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes, pour l'instant, sont prévus uniquement dans le Code du travail, à l'attention des employeurs privés. Donc, ils doivent afficher dans les locaux les coordonnées et le nom des référents, que ce soit le référent désigné par l'entreprise lorsqu'il y a plus de 250 salariés, ou le référent des CSE, ils doivent être affichés leur nom et coordonnées. Alors je crois que Anne avait répondu aussi sur le chat à cette question. Donc j'essaye d'avancer ma slide. Je ne vois plus très bien où j'en suis. Voilà. Alors, on passe donc à la troisième partie, réussir sa prévention, les 3 niveaux et les obligations de l'employeur. On en a déjà parlé, on ne va pas s'attarder sur le fait qu'effectivement la loi exige aujourd'hui et au 1er janvier 2019 qu'il y ait 2 types de référents. Le référent nommé par le CSE et le référent nommé par l'entreprise pour toute entreprise de plus de 250. Sans doute certaines d'entre vous sont déjà nommés ou sont amenés à être nommés référents ou référentes. Sur la prévention, ce qui nous semble important au niveau du réseau Anact-Aract, c'est de dire qu'effectivement, de rappeler, il ne s'agit pas que d'une question de comportement individuel. C'est un sujet qui doit se prévenir en amont, comme tous les autres risques professionnels. Et nous reviendrons le 14 novembre prochain sur dans quelle mesure certaines conditions de travail ou d'emploi exposent ou surexposent au sexisme, dans quelle mesure certaines modalités d'organisation de travail peuvent être des facteurs de prévention, à l'inverse, et dans quelle mesure certaines ressources réglementaires, le règlement intérieur, vous en avez parlé, le document unique d'évaluation des risques professionnels dont nous parlerons dans une semaine, la négociation d'un accord collectif, égalité ou qualité de vie au travail, sont effectivement des ressources. Nous avons un petit peu schématisé là les 3 niveaux de prévention du sexisme. Ils feront l'objet chacun d'un webinaire dédié
celui sur la prévention primaire, donc pour limiter les risques et réduire les causes et facteurs de risque, le 14 novembre. Pour la prévention secondaire, savoir reconnaître et dépister les situations, le 21 novembre. Et la prévention tertiaire, le 28 novembre, pour accompagner, qualifier les situations avérées. Voilà. Effectivement, nous avons regardé une vingtaine d'accords d'entreprise qui ont été donc négociés et signés en 2017-2018. Ce dont nous pouvons faire le constat, c'est que ce sujet est encore trop peu abordé, de la prévention du sexisme dans les accords. Nous en avons repéré donc une vingtaine sur beaucoup plus, le nombre d'accords d'entreprise signés au titre de l'égalité, il y en a beaucoup. Nous en avons repéré 7, il y en a sans doute depuis. Il y a notamment l'accord de la fonction publique qui, dans son 5e chapitre, dédie un volet très intéressant sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. Ce que nous pouvons considérer, mais aujourd'hui les accords vont vraisemblablement s'améliorer, c'est que souvent les définitions étaient encore peu juridiques, très floues, souvent psychologiques, que les acteurs engagés dans certains accords sont plutôt les acteurs médicaux, paramédicaux, pas tous les acteurs et parties prenantes de l'entreprise, et qu'au niveau prévention primaire, secondaire, tertiaire, on identifie des éléments sur tout ce qui touche le secondaire, la formation, la sensibilisation, le tertiaire, la prise en charge des situations, mais très peu sur le primaire. Alors, là, désormais, ce sont des points sur lesquels nous reviendrons en détail, notamment au niveau des articles de loi et des obligations de l'employeur. Donc là, dans le cadre du rendez-vous du 14 novembre, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau prévention primaire? Je vais simplement le parcourir. Cela rentre dans le cadre de l'obligation d'assurer la santé physique et mentale des salariés, donc c'est la première obligation. Cela rentre également dans l'obligation d'intégrer les risques d'agissement sexiste et de harcèlement sexuel dans le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, puisque désormais d'ailleurs, ce travail d'évaluation des risques doit prendre en compte l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe, et ce, depuis la loi de 2014. Il s'agit également de mettre en place des mesures organisationnelles, de construire des outils collectifs de prévention, et nous y reviendrons, et le CSE ou le CHSCT a toute latitude pour ça, et également de mettre en place une politique égalité professionnelle. De fait, quand on analyse les accords, cette vingtaine d'accords, nous avons pu voir des mesures qui étaient intéressantes, s'appuyer sur les syndicats pour mener des actions, notamment de sensibilisation ou de recueil des plaintes, faire le lien avec la politique mixité-égalité, améliorer la représentation des femmes aux différents niveaux de gouvernance. Par contre, dans les accords que nous avons lus, mais nous n'avons sans doute pas vu les plus récents, nous n'avons pas vu de mention de l'intégration de ces risques dans le document unique, même si certaines entreprises le mentionnent comme un risque psychosocial. Il n'y a également pas de référence à des mesures organisationnelles. Qu'est-ce que nous constatons sur le plan de la prévention secondaire, donc qui vise à informer, sensibiliser, former, pour apprendre à reconnaître des situations de sexisme au travail? Les obligations, lesquelles sont-elles? Vous les connaissez déjà puisqu'on vient d'en parler. Il y a des actions d'information obligatoires, notamment dans le règlement intérieur, et ce par tous les moyens. Nous y reviendrons. Il y a l'affichage du règlement intérieur, mais il y a les moyens intranet, courriel, livret d'accueil des nouveaux arrivants, etc. Il y a également, on peut développer des actions de sensibilisation et de formation qui vont plus loin. Ce qu'on constate dans les accords... Juste, oui, excuse-moi Florence, oui. Mais je veux pas... il y avait une question justement sur dans quel texte on trouvait l'obligation d'afficher le nom et les coordonnées du référent. Vous avez la référence ici en rouge. Vous voyez des coordonnées des autorités et services compétents. Il s'agit bien ici notamment du référent, des référents CSE ou employeur. Excuse-moi. D'accord, non mais c'est très bien que tu aies pu le dire. Donc nos collègues nous relaient un certain nombre de questions. On ne va pas pouvoir répondre à toutes.
mais nous les prenons également pour la prochaine fois. Donc, en termes de prévention secondaire, ce qu'on constate dans les accords, c'est que c'est vrai qu'il y a des engagements, des bonnes intentions, comme on dit. Engagement, tolérance zéro, des mentions dans le règlement intérieur. Mais en fait, c'est la loi. Hein. Bon, mais on le retrouve dans les accords, des dispositifs d'information, sensibilisation. Par contre, ce que nous avons pu constater, c'est trop peu d'actions de communication d'information envers les clients, clientes, les usagers, sous-traitants, fournisseurs, et également vers les candidats à un poste, à une embauche, les stagiaires, etc. Peu de formation obligatoire pour tous les collaborateurs, et puis il y a rarement de prévues des formations spécifiques pour les managers. Alors, comment ça se fait? Donc, je suis revenue au point de départ. Donc, on en était à la prévention. Guillaume donc, et Alexandre qui sont à la technique, peut-être vous pouvez réavancer. Je ne sais pas, est-ce que je touche quelque chose? Voilà. Donc, prévention secondaire, j'avance ou vous avancez? Non, on va faire comme ça. D'accord, ok. Donc, prévention tertiaire. Il s'agit donc, de par la loi, de pouvoir mettre un dispositif qui permette d'alerter, de recueillir les plaintes, d'informer, d'orienter, de reconnaître et de qualifier la situation, de pouvoir mener une enquête en interne, de pouvoir protéger les personnes, faire cesser les faits, mais également d'accompagner non seulement les victimes, mais aussi les auteurs, les témoins, les collectifs de travail, sanctionner si besoin, et en plus également agir sur le dispositif de prévention primaire. Ce qu'on constate dans les accords, c'est qu'il y a trop peu de mesures qui visent à accompagner toutes les parties prenantes. On parle essentiellement des victimes, pas suffisamment des auteurs, pas suffisamment des témoins et des collectifs de travail. Alors nous y reviendrons dans le dernier webinaire du 28 novembre. Il y a un flou dans les sanctions disciplinaires. Il y a peu de lien avec l'amélioration du dispositif de prévention, je dirais, globalement. Juste un petit point, à noter que si dans les entreprises privées, il y a, du secteur privé, il y a ce référent parmi les autres acteurs de la prévention et de l'action, il faut noter quand même que dans la fonction publique, aujourd'hui, maintenant, a été intégrée dans la loi de 83 une obligation de mettre un dispositif pour traiter ces situations dans le cadre d'un plan pluriannuel. Et donc, c'est important de montrer quand même qu'il y a une forme d'équilibre qui est respectée avec cette obligation aujourd'hui dans la fonction publique et les administrations de manière générale de traiter et de mettre en place un dispositif. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est important. On est désolé parce qu'apparemment, donc les dernières diapos, vous ne pouvez pas les voir, mais par contre, nous vous encourageons à télécharger la présentation. Effectivement, ce qu'il faut retenir avant de passer donc au dernier point avec ce qu'on vous propose, finalement pour nous, et je crois que vous en êtes aussi, vous partagez ce point de vue du juriste, les agissements sexistes, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles sont des risques professionnels comme les autres. Ce sont des risques malheureusement régulièrement sous-évalués. Et nous ne pouvons que recommander cette intégration dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça sera un des points importants du webinaire de la semaine prochaine. Deuxième point important, le sexisme au travail, ce n'est pas qu'une question de comportement et d'individu, c'est aussi une question d'organisation, de collectif de travail. La prévention, si je puis dire, ne doit pas se réduire à la formation sensibilisation. Les 3 niveaux de prévention, primaire, secondaire, tertiaire, doivent être inclus. Alors, ce que nous vous proposons, bien sûr, c'est les rendez-vous dès la semaine prochaine. Si vous ne pouvez pas être présent en direct, vous pouvez visionner ces webinaires en différé pendant 1 an. Ils resteront sur le site de Webikeo. Également, ils seront mis sur la chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez les visionner, les importer sur vos intranets d'entreprise, etc. ou d'administration. D'ici le 14 novembre, ce que nous vous proposons, c'est de télécharger et de lire le guide
guide que je peux vous présenter à l'écran, qui est désormais sur notre site anact.fr. Le guide s'intitule « Tout ce que vous voulez savoir sur les agissements sexistes et le harcèlement sexuel au travail ». Voilà, Alexandre, merci. Voilà, vous le visionnez, vous faites même peut-être un focus. C'est un guide de 12 pages, court, succinct. Il y a beaucoup de guides qui ont été réalisés ces dernières années, qui sont beaucoup plus étoffés. C'est un guide relativement grand public dans lequel vous trouvez les définitions, les responsabilités de l'employeur, un certain nombre de questions-réponses, d'idées reçues par rapport à ce sujet. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez, s'il a répondu à vos besoins, à vos attentes, à vos questions. Nous vous recommandons également de faire le quiz donc, sur le site, qui est sur le site de l'ARACT Centre-Val de Loire, qui était élaboré dans le cadre de l'appel à projet du secrétariat d'État, également avec la Fédération régionale des CIDFF. Et également, ce que nous vous proposons d'ici le 14 novembre, c'est de tester un outil tout frais que nous venons de concevoir avec ma collègue Pascale Mercieka, que vous allez retrouver la semaine prochaine avec moi sur ce plateau et qui est spécialiste en prévention en santé au travail. C'est une grille d'autodiagnostic de votre environnement de travail qui va vous permettre d'identifier et de pointer les facteurs de risque dans votre structure et les facteurs de protection par rapport à ce risque d'agissement sexiste et de harcèlement sexuel. Donc vous pouvez le télécharger à la fois peut-être sur la présentation. Voilà, vous avez un bouton en haut de l'écran pour télécharger ces outils. Ils sont également aujourd'hui même, depuis ce matin, sur notre site internet et sur la page dédiée anact.fr. Pour vos projets de prévention, vous pouvez dès à présent prendre contact avec l'ANACT au niveau national si votre structure a un périmètre national ou avec l'ARACT de votre région. La semaine prochaine, nous vous donnerons également accès à notre portail de veille sur lequel nous avons actualisé un certain nombre de données d'actualité, si je puis dire, je me redis, sur ce sujet. Vous pouvez aussi, pour étoffer votre connaissance du sujet, revoir le webinaire, même si vous n'avez pas été inscrit au départ, vous pouvez vous inscrire, le webinaire que nous avons tourné le 13 juin au MEDEF, avec notamment l'entreprise Sodexo sur ce sujet. Voilà. Et puis, vous pouvez également accéder dès aujourd'hui, et il y a un webinaire dédié à la présentation de notre catalogue de formation, et nous proposons pour l'an prochain une formation dédiée à la prise en main d'un jeu sur le sexisme au travail que nous présenterons dans le cadre du 3e webinaire. Dans la présentation, vous trouvez également un certain nombre de guides, celui du ministère du Travail, celui de la NDRH, ceux de la fonction publique, un certain nombre de ressources que nous allons aussi étoffer au fur et à mesure. Voilà, donc la présentation est terminée. Nous allons maintenant prendre un petit temps pour répondre à certaines de vos questions. Donc elles nous sont affichées devant nous. Celles par rapport auxquelles nous n'allons pas pouvoir répondre, nous allons nous préparer pour la semaine prochaine. Voilà, Marie, est-ce que vous voyez peut-être plus particulièrement alors, juste rappeler que pour les référents, il y a un référent qui va être désigné par l'employeur dans les entreprises de plus de 250 salariés. Ça, c'est une obligation qui s'applique aux entreprises de plus de 250 salariés. En revanche, dans toute entreprise où il y a un CSE, là, il doit y avoir un référent de désigné qui siégera donc au CSE. Hein, c'est donc deux choses. Donc ça veut dire à minima, en règle générale, au moins un référent dans un CSE, plus dans les entreprises de plus de 250 salariés, un autre référent. Concernant les actes sexistes qui pourraient avoir lieu dans un cadre hors travail, je rappelle que le Code du travail vise toutes les situations, que ce soit dans le travail mais en dehors du travail. Donc pour une situation qui se passerait entre bénévoles sans lien contractuel, c'est le Code pénal qui s'appliquerait. Et comme je vous l'ai indiqué, le harcèlement sexuel aujourd'hui dans le Code pénal vise les propos et comportements à connotation sexiste.
Je vois une autre question peut-être. Oui, j'alerte sur le fait que ces questions, nous allons les reprendre, notamment pour un certain nombre d'entre elles dans le dernier webinaire du 28 novembre. Et nous allons justement chercher à coller à vos besoins et à vos questions pour répondre plus particulièrement. Mais Marie, peut-être déjà répondre à certaines. Oui, sur les situations, il y a des questions concernant l'enquête. À partir de quand on fait une enquête? En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, comme vous l'avez souligné, Florence, il est préférable dans une entreprise, comme au sein maintenant de la fonction publique, de prévoir un dispositif, d'accord ? C'est-à-dire que les personnes sachent vers qui adresser éventuellement leur signalement, leur situation, vers qui se tourner, et ensuite, qu'est-ce qui se met en place derrière ? Et donc, ça veut dire évaluer la situation, d'abord savoir si on est dans le champ ou pas du harcèlement sexuel et de l'agissement sexiste, ce qui veut dire qu'on doit quand même à minima maîtriser ces définitions juridiques pour savoir si on est dedans ou on n'est pas dedans. Si on est dedans, et bien ensuite, ça veut dire que l'employeur est informé d'une situation et dès lors qu'il est informé, il doit enquêter et agir. Mais une question difficile, que peuvent faire les différents acteurs de l'entreprise lorsque l'employeur n'agit pas malgré sa connaissance d'actes répréhensibles? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même la possibilité, enfin il y a le droit d'alerte qui existe au sein du CSE, c'est-à-dire un membre de la délégation du personnel peut saisir l'employeur dans le cadre du CSE d'une situation de harcèlement sexuel. Et dans ce cas, l'employeur, c'est légalement inscrit dans le Code du travail, a l'obligation d'engager sans délai une enquête conjointe. Donc ça, c'est un moyen c'est un levier, c'est prévu dans le Code du travail et l'employeur a obligation de conduire cette enquête sans délai. Et puis, si vraiment on n'y arrive pas au sein de l'entreprise, alors on peut se tourner vers, par exemple, le défenseur des droits, l'inspection du travail, des associations extérieures à l'entreprise. D'accord. Moi, ce que je voudrais rappeler par rapport à ce sujet, c'est que c'est vrai que souvent les entreprises, elles démarrent quand il y a un cas, notamment de harcèlement sexuel. Mais qu'il est important, le plus en amont possible et avant qu'il y ait des cas qui soient révélés, de mettre en place ce dispositif de prévention. Et c'est un petit peu nous ce qu'on vous propose dans le cadre du cheminement et des 3 webinaires qui vont suivre, à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place en amont pour pouvoir d'abord identifier les risques. Est-ce que j'ai des postes plus exposés? Est-ce que j'ai des conditions de travail, des horaires, des statuts précaires par exemple, qui exposeraient plus les personnes qui travaillent dans ma structure à ce risque-là? Comment je l'intègre dans le document unique d'évaluation des risques? Et on sait par exemple que les employeurs seront mis en défaut si effectivement, compte tenu du fait qu'il y a obligation de moyens désormais en termes de prévention, s'ils n'ont pas intégré les risques d'agissement sexiste et de harcèlement sexuel dans le document unique d'évaluation des risques. Et que c'est vrai que très souvent, les milieux de travail nous disent « mais nous, oui, on a peut-être du sexisme, c'est normal d'ailleurs, même nous à l'ANACT, et on a un internaute qui nous fait la remarque, mais les techniciens de l'ANACT semblent être des hommes et les spécialistes de la question des femmes. Mais vous verrez que c'est aussi un sujet que nous partageons, donc tous les milieux de travail sont sexistes, on peut le dire, voilà, et on a progressé sur ce sujet, mais quand nous intervenons dans les milieux de travail, et je pense que Marie, vous faites vous le même constat, on nous dit généralement non, mais nous, bon, à la limite, oui, on est sexiste, d'ailleurs, c'est lié à l'éducation, c'est en France, c'est la culture, etc. Et en fait, on découvre des cas de harcèlement sexuel. Donc, et là, l'entreprise ou l'administration en question, je pense à un cas dans une administration en question, ne sait pas quoi faire quand il se révèle et prend le plus souvent des mesures inappropriées, c'est-à-dire dès le lendemain, va parler à la personne, etc. Et en fait, il n'y a pas eu le dispositif qui a permis de repérer les situations de travail qui exposent, les risques, le dispositif qui a permis de former, d'informer, de sensibilisation, et tout le monde confond tout entre l'agissement sexiste et le harcèlement sexuel, n'a pas permis de mettre en place le dispositif de recueil des plaintes en bonne et due forme. Une plainte, c'est pas dire dans un groupe de travail ou à quelqu'un, voilà, comment on la prend en charge une fois que quelqu'un
la formuler. Et c'est une prise Voilà. de conscience aussi de la part des employeurs de la nécessité d'une véritable montée en compétences ensuite lorsque le dossier doit être traité, et bien de savoir à qui va traiter ces dossiers et est-ce que ces personnes ont bien été formées et savent faire. Donc ça veut dire penser la méthodologie, penser les procédures. Et c'est pas parce qu'un cas va sans doute passer au pénal, on pense au harcèlement sexuel, que l'employeur n'a pas à mener d'enquête en interne et aller peut-être jusqu'à la sanction disciplinaire. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez d'autres questions? Est-ce que nous prenons peut-être d'autres questions, notamment... Juste, qui décide de l'ouverture d'une enquête lorsque la jurisprudence considère que lorsque l'employeur a connaissance d'une situation de harcèlement, il doit agir. Donc, il doit se mettre en place une procédure qui vise à traiter, à faire cesser, à protéger la personne. Voilà, ça c'est une autre question encore. Lorsque les peut-on en parler aux médecins du travail? Évidemment, une fois qu'on a parlé de ces référents qui vont être des interlocuteurs, on va dire, mis en visibilité, puisqu'on les appelle harcèlement sexuel, référents harcèlement sexuel, agissement sexiste, il ne faut pas oublier qu'il y a tous les acteurs par ailleurs de prévention qui sont absolument indispensables et qui ont un rôle à jouer, tel que le médecin du travail qui est soumis au secret médical et qui donc peut recueillir la parole en toute confiance de n'importe quelle personne, y compris d'une personne qui se plaindrait d'un membre du CSE par exemple ou d'un dirigeant. Le médecin du travail est soumis à ce secret et il ne peut dévoiler la situation qu'avec l'accord de la personne qui s'estime victime. Bien sûr. Peut-être une question alors par rapport, le référent, alors sexuel, non, c'est pas tout à fait, le référent agissement sexiste et harcèlement sexuel est obligatoire pour toute entreprise qui dispose d'un CSE. Donc si l'entreprise, même de moins de 50, dispose d'un CSE, le référent est obligatoire. Par contre, une question peut-être, Marie, à laquelle vous pouvez répondre, parle-t-on au niveau de l'établissement ou du groupe quand on parle là du nombre de salariés? Alors là, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est un peu à la main des entreprises. Parfois, l'idée, c'est l'entreprise. Maintenant, vous savez bien qu'en droit du travail, ces notions-là, elles ne sont pas toujours très très claires. Donc, il y a des entreprises qui, quand elles ont un groupe, décident d'avoir un référent pilote et nomment d'autres référents. Ça veut dire qu'on dépasse un référent parce que pour plus d'efficacité, on va décider, ou l'entreprise va décider d'avoir un référent par établissement. C'est-à-dire, l'objectif de ce référent, c'est quand même d'avoir quelqu'un dans l'entreprise qui est accessible, à qui on va pouvoir rendre compte d'une situation. Ça peut être une personne qui s'estime victime, mais ça peut être aussi un manager qui se pose des questions sur une situation qu'il constate et il doit pouvoir aller voir ce référent. Donc idéalement, il faudrait qu'il y ait des référents physiquement un petit peu dans les grands établissements, les grands sites. C'est ça. Maintenant, la loi n'est pas suffisamment précise de ce point de vue-là pour imposer un référent dans chaque établissement. Bon, je crois qu'on arrive un petit peu au terme. Juste pour dire que c'est en fonction des CSE. S'il y a plusieurs CSE, il y aura plusieurs référents. Voilà. Un dernier point, puis je pense qu'on va clôturer sur l'obligation de l'employeur, effectivement, qui a changé. On est passé donc d'une obligation de résultat à une obligation de moyens. Vous l'avez redit. Jusqu'à présent, l'employeur, qu'il mette ou pas en place des actions de prévention lorsque un harcèlement sexuel avait lieu, était forcément condamné, notamment pour manquement à son obligation de santé et de sécurité. Aujourd'hui, c'est une obligation de moyens renforcés. Ça veut dire que l'employeur qui démontre qu'il a mis en place des actions de prévention, qu'il a informé, qu'il a formé ses salariés, qu'il a un dispositif d'enquête, qu'il a réagi immédiatement, qu'il a protégé la salariée, bref, tout ça peut lui permettre d'échapper à une condamnation pour manquement à son obligation de santé et de sécurité. Et donc ça veut dire que ça incite évidemment les employeurs à faire, à y aller et à s'emparer du sujet. Alors, il reste encore des questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Nous les prenons en compte. Nous allons les répartir sur les prochains rendez-vous. Je vous rappelle donc notre prochain rendez-vous qui est donc le 14 novembre à la même heure à 11 h, consacré à la prévention primaire. Comment évaluer le risque, comment intégrer le risque dans le document unique
d'évaluation des risques professionnels, comment mettre en place des mesures organisationnelles, lesquelles, comment mettre en place des mesures collectives. Vous êtes plus de 800 participants au direct aujourd'hui. Ceux ou celles qui n'auront pas pu participer aujourd'hui, vous pouvez même après coup vous inscrire ou le revisionner, télécharger la présentation, informer vos collègues ou autres personnes dans votre environnement de travail qu'ils ou elles peuvent s'inscrire pour revisionner la présentation ou la télécharger. Vous avez les ressources sur notre site. Nous souhaitons effectivement que vous puissiez tester pour nous finalement la grille d'autodiagnostic que nous vous proposons et vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà, je crois qu'on arrive au terme. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à ce sujet et à ce que nous pouvons, Réseau Anactaract, vous apporter sur ce sujet. Marie, nous vous remercions pour tous les apports que vous avez pu faire sur le plan juridique notamment. C'est un levier important. Et nous vous disons donc que nous vous souhaitons une bonne journée, bon appétit. Tout d'abord, c'est l'heure. Et puis, bonne suite de journée et rendez-vous dans une semaine ou dans 15 jours, voilà, pour la plupart, ou dans 3 semaines pour la plupart d'entre vous. Voilà, au nom du réseau Anactaract, nous vous disons à bientôt.